Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les buffer overflow. La fois précédente nous avons vu le principe de buffer overflow. Cette fois-ci nous allons voir un exemple d'exploitation. Alors tout d'abord je vais vous rappeler le petit programme qu'on a fait la fois passée. Donc, hop. Donc voilà, c'était un programme assez simple qui prenait donc un argument entré par utilisateur, qui passait cet argument à une fonction yourname, et cette fonction copiait cet argument dans une chaîne de caractères. Et on avait vu que si on copiait plus de caractères que, enfin, si on entrait plutôt plus de caractères que ce qu'on avait alloué à notre chaîne de caractères, donc ici name peut contenir au maximum 40 octets. Donc si on mettait plus que 40 octets, ce qui se passait, c'était que le trop-plein de la variable name débordait sur les zones mémoire suivantes. Et ici, les zones mémoire suivantes, ben, c'était notamment la zone mémoire de notre variable secret. Donc, en bref, le trop-plein de la variable name allait déborder sur la variable secret. Vous aviez aussi remarqué qu'on avait une fonction uwin qu'on n'utilisait pas dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo-ci, on va justement utiliser cette fonction uwin. Donc, le but du jeu ici, ça va être d'appeler cette fonction, parce que si vous remarquez au niveau du code, la fonction uwin est bien déclarée, enfin, il y a bien une fonction uwin, mais à aucun moment du programme, que ce soit dans la fonction main ou dans la fonction yourname, à aucun moment du programme on appelle cette fonction uwin. Donc le but du jeu, ça va être justement de l'appeler, évidemment sans modifier le code du programme, sinon ça serait trop simple, hein, mais via notre buffer overflow. Alors déjà, je vais donc rapidement refaire un petit débordement, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Donc on va faire un petit débordement avec 80 caractères. Voilà, donc ici on voit bien qu'on a un OA et que et qu'on déborde sur notre variable secret. Alors maintenant, on ne va plus faire un débordement avec 80 caractères, mais avec 800. On va voir ce qui se passe. Donc là, même chose, vous voyez que notre variable nom déborde sur notre variable secret, mais le truc qui est nouveau ici, c'est que vous voyez ici qu'on a segmentation fault. Alors qu'est-ce que segmentation fault? Segmentation fault, c'est grosso modo lorsque votre ordinateur essaye d'accéder à une adresse mémoire à laquelle il ne peut pas accéder, ou bien ce qu'il y trouve, en tout cas, n'est pas cohérent, quoi. Donc voilà, ça veut rien dire, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que le programme en question va cracher, tout simplement. Donc voilà, il va planter. Donc la question maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que notre programme ne plante pas avec 80 caractères et pourquoi est-ce qu'il plante avec 800. Alors pour comprendre ça, il faut un petit peu expliquer comment ça se déroule au niveau de la mémoire, parce que effectivement notre programme, lorsqu'il est chargé en mémoire, ne l'est pas chargé n'importe comment. Il y a certaines choses qui sont bien établies. Alors un programme, grosso modo, est décomposé en plusieurs zones au niveau de la mémoire. Il y a la pile, ou la stack en anglais, qui contient les données, les variables locales plutôt à une fonction, ainsi que les arguments de cette fonction, et aussi les sauvegardes de registre. Et ça, on verra un peu plus en détail après. Il y a le tas, alors le tas ou heap en anglais, qui contient grosso modo tout ce qui est alloué dynamiquement lors de l'exécution du programme. Mais bon, ici, vu qu'on n'a aucune variable allouée dynamiquement, on s'en fout. Mais on verra peut-être dans une prochaine vidéo un exemple sur la heap. Et il y a aussi la zone de texte. Alors la zone de texte, c'est grosso modo la zone qui contient le code du programme, et notamment aussi la zone de données qui contient grosso modo toutes les données fixes du programme. Donc tout ce qui est chaîne de caractères qu'on a mis en dur dans le programme et tout, ça va se retrouver dans la zone, de data. Donc voilà. Alors la section ici qui nous intéresse, nous, c'est la pile. Sur la pile, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver tout ce qui est donc variable locale d'une fonction, argument d'une fonction, et aussi les sauvegardes de registre. Alors qu'est-ce qu'un registre? Un registre, c'est une petite zone mémoire interne à notre processeur qui va contenir des informations.
qui est généralement quand même assez petit au niveau mémoire. Donc ce sera pas des gigas de mémoire, quoi. Ce sera quelques dizaines d'octets au maximum par registre. Enfin, ils ont une taille bien précise. D'ailleurs, je vous avais certainement, enfin, je vous mettrai certainement un lien dans la description qui vous expliquera mieux tout ça, parce que de tête comme ça, souvent, enfin, c'est possible que je me gourre, et donc je crois qu'il vaut mieux vous filer de la doc à ce niveau-là. Voilà. Et certains de ces registres ont un rôle bien précis. Donc on n'a pas EAX qui généralement voilà, contient le résultat d'une fonction. Donc si une fonction retourne une valeur ou quoi, souvent elle sera stockée dans EAX. Il y a EBX, il y a ECX qui sert en général de compteur, enfin il y a EDX, enfin il y a d'autres registres, et il y a aussi un registre, et c'est surtout celui-là aujourd'hui qui va nous intéresser, qui est EIP. Alors, qu'est-ce que le registre IP? Ben, le registre IP, c'est le registre qui va contenir l'adresse de la prochaine instruction exécutée. C'est-à-dire que votre programme, il exécute pour l'instant une instruction, et puis après, ben, il doit exécuter forcément une autre instruction. Et ce ne sera pas forcément celle qui suit au niveau du code. C'est-à-dire que pour savoir quelle instruction il va devoir exécuter, ben, tout ce qu'il va faire, le programme, c'est que il va garder le registre IP. Il va regarder, tiens, quelle adresse, à quelle adresse est-ce que je dois aller après avoir exécuté l'instruction actuelle. Et ça, c'est le registre IP qui va lui indiquer. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ben, tout simplement parce que lorsqu'on appelle donc une fonction, forcément, on va sauter sur une autre zone de code. Donc, le registre IP va forcément être modifié, ainsi que d'autres registres. Il y a aussi notamment, ça je vous l'ai pas dit, mais il y a le registre qui indique donc, enfin il y a des registres qui indiquent la base de la pile et d'autres registres qui indiquent le sommet de la pile. De toute façon, on verra. Mais ce qui nous intéresse surtout nous, c'est pour l'instant, c'est le registre IP. Donc le registre IP va être, comment dire, modifié. Le problème, c'est qu'une fois que la fonction qu'on va appeler sera terminée, il faudrait qu'on revienne à l'état initial d'avant cette fonction. Sauf qu'on aura écrasé notre valeur de IP. Donc le problème c'est qu'on aura perdu cette valeur là. Donc ce qu'on va faire pour empêcher ça, ben, c'est tout simplement qu'on va faire une sauvegarde de ce registre IP. Et cette sauvegarde va être placée sur la pile. Il y a aussi un autre registre qui va être modifié et de même il faut le réinitialiser à sa valeur initiale d'avant l'appel de la fonction. C'est le registre BP qui pointe sur la base de la pile. Donc, et ces registres là vont être mis sur la pile. Donc là, vous devez probablement tout doucement commencer à voir quel est le souci. En fait, le souci, c'est que donc après nos variables locales, il y a nos sauvegardes de registre. Et ce qui se passe, c'est que si on déborde donc vraiment de trop, bah notre débordement va écraser les sauvegardes de ces registres-là. Donc, ce que ces registres contenaient au départ va être tout simplement écrasé. Et donc, voilà, ici notre registre IP, bah, grosso modo, il vaut quoi? Bah, il vaut 4A, parce que le registre IP stocke une adresse. Donc, une adresse en 32 bits, c'est sur 4 octets. Donc, le registre IP stockera toujours 4 octets. Ce sera jamais 3, ce sera jamais 2, ce sera jamais 5, ce sera toujours 4. Sur du 32 bits, hein, parce que sur du 64 bits, ce sera 8. Mais grosso modo, voilà, il va stocker une adresse. Et ici, on a donc écrasé ce registre avec notre buffer overflow. Et on a mis grosso modo, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Ben, tout simplement c'est ça, puisqu'ici on a mis qu'un seul caractère, enfin on a mis qu'un seul type de caractère, donc on a mis que des A. Donc notre registre IP logiquement vaut 4 fois la lettre A. Alors, je précise aussi que les adresses, enfin on a l'habitude de représenter les adresses sous forme hexadécimale. Donc voilà, encore une fois, au niveau mémoire, bon, ce sont encore une fois enfin, on peut dire que ce sont des nombres entre guillemets qui sont stockés, mais on peut dire voilà, ce nombre-là, interprète-le comme un caractère par exemple, ou bien comme un nombre décimal, ou comme un nombre hexadécimal. Voilà. Et donc les adresses, on a l'habitude de les représenter comme des nombres hexadécimaux. Donc des octets en notation hexadécimale, donc c'est-à-dire de 00 à FF. Tout simplement parce que le problème c'est que si on les représente en forme de caractères, c'est que certains caractères ne sont pas forcément imprimables. Donc c'est-à-dire que voilà, vous aurez beau les chercher sur votre clavier, vous ne les trouverez pas. Donc ce qu'on fait pour représenter ces caractères là, même s'ils existent, hein, dans la table ASCII vous pouvez trouver ces caractères là, mais au niveau visuel, voilà, il n'y a pas vraiment
j'ai envie de dire de correspondance. Donc ce qu'on fait souvent enfin s'il y a une correspondance, mais ce sera pas facile à faire quoi. Donc ce qu'on fait en général, c'est tout simplement qu'on au lieu d'écrire ça sous notation ASCII, on note ça sur forme hexadécimale. Enfin, voilà, ça c'est la petite parenthèse parce que tantôt on va utiliser ce principe-là. Donc voilà, notre sauvegarde de IP, pardon, vaut grosso modo 41, 41, 41, 41. Parce que 41, c'est A majuscule en notation hexadécimale. Donc en gros, notre registre IP, enfin notre sauvegarde de registre IP, parce que c'est de la sauvegarde, c'est pas le registre IP, vaut 4 fois le nombre 41 hexadécimal, donc 4 fois A majuscule. Et donc, le problème, c'est qu'une fois la fonction terminée, eh bien, notre programme va sauter à l'adresse indiquée par la sauvegarde, donc, enfin, la sauvegarde plutôt du registre IP va être remise de IP. Et ensuite, notre programme va sauter donc sur l'adresse pointée par IP. Donc, c'est-à-dire ici 41, 41, 41, 41. Cette adresse-là, ben, il n'y a pas accès. Ou en tout cas, même s'il y a accès, ce qu'il va y trouver ne vaut rien, enfin ne veut rien dire quoi. Donc ce qui va se passer, c'est comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir un segmentation fault. Et ça c'est la raison précise donc de l'erreur que nous avons ici. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut grosso modo exploiter ça? Tout simplement, ça a planté parce qu'on a écrasé donc forcément notre registre mais avec une valeur qui était bidon. Et qu'est-ce qui se passe si on met une valeur qui n'est pas bidon? Et bien tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le programme va exécuter ce qu'il va trouver à cette adresse-là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de notre 4A, pardon, ce qu'on va mettre tout simplement, c'est l'adresse de la fonction uwin. Comme ça, lorsque le programme donc la fonction plutôt va se terminer, le programme ne va pas sauter à la suite du main, enfin en tout cas de la fonction append, ici c'est le main qui appelle la fonction yourname, mais il va sauter à l'adresse corrompue. Ici, l'adresse corrompue, on va mettre l'adresse de la fonction uwin. Donc en gros, notre programme va sauter sur la fonction uwin. Et cette fonction-là est tout à fait valide. Il y a du code tout à fait valable et tout. Donc ce qui va se passer, c'est que notre programme va exécuter la fonction uwin à la place du main. Et donc notre fonction uwin donc, va être exécutée. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors déjà, petit truc, c'est qu'on va virer 2-3 protections parce que sinon ces protections, oui, parce que depuis le temps, sur les buffer overflow, ça a quand même 30 ans, ouais, c'est pas une vulnérabilité qui date d'il y a 10 ans, ouais, c'est quand même assez vieux. Il y a eu pas mal de protections, pas toujours très efficaces parce qu'on verra dans les prochaines vidéos qu'il y a moyen parfois de bypasser certaines. Mais bon, ces protections-là vont nous faire un petit peu chier, donc on va déjà désactiver 2-3 de ces protections-là. Bon, la première, c'est ce qu'on appelle l'ASLR. Alors l'ASLR, grosso modo, c'est une protection qui va faire varier les adresses. C'est-à-dire que votre programme va être chargé, enfin, en tout cas, par exemple, la pile va être chargée à une adresse mémoire. Sur l'ASLR, ça va être chargé à la même adresse mémoire, peu importe que vous lancez 50 fois, 100 fois, enfin, une fois que ce sera compilé, vous lancez 50 fois le programme va charger toujours aux mêmes adresses mémoire. Avec la SLR, ce programme-là va être chargé, grosso modo, à des adresses différentes, quoi. Donc la pile ne se trouvera pas aux mêmes adresses. Donc ce sera difficile de sauter sur une adresse bien précise, puisque cette adresse-là va changer en fonction, enfin, va changer à chaque exécution du programme, quoi. Donc voilà, c'est un peu emmerdant. Donc on va désactiver la SLR. Alors, pour désactiver la SLR, il faut taper tout simplement un simple entier dans un fichier. Il faut mettre 0 pour le désactiver. Je crois que par défaut c'est 2, donc 2 je crois que c'est dire activer, enfin un truc du genre. Il faut mettre echo 0 et on va taper ce 0 là dans le fichier pros 6 kernel randomize va space. Voilà. Et donc logiquement maintenant la SLR est désactivée. Et des autres protections, alors ça je vous mettrai des explications certainement dans le code du programme parce que bon si je commence à expliquer exactement tout en détail, la vidéo risque de prendre 1h30. Mais grosso modo les deux autres protections c'est
un canary, ce qu'on appelle un canary, qui est une valeur en fait qui permet de vérifier si il y a eu un débordement ou pas, et le fait de rendre la pile ou non exécutable. Mais ici, techniquement, on s'en fout. En fait, qu'elle le soit ou non, c'est pas un problème. Mais pour la prochaine vidéo, on verra que ça pourrait être un souci. Bon, donc ici, alors, déjà, comment est-ce qu'on va analyser notre programme? Alors pour ce faire, on va utiliser donc un debugger, même le debugger de Linux, qui est GDB. Alors GDB, c'est quoi? Ben, comme je vous l'ai dit, bon, c'est un debugger, hein, mais c'est un programme en gros qui va nous permettre de voir l'état de la mémoire à certains moments. Donc on va dire, tiens, à telle instruction, tu t'arrêtes. Et nous, on va pouvoir comme ça regarder un petit peu, ah oui, tiens, dans telle adresse mémoire, il y a telle valeur, dans tel registre, il y a telle valeur, etc. Donc on va pouvoir vraiment analyser le programme, l'arrêter quand on veut, le reprendre quand on veut, enfin, faire pas mal d'opérations dessus, et donc pouvoir visualiser comme ça au niveau de la mémoire ce qui se passe. Donc voilà, on va lancer notre programme avec GDB. Oui, alors petite précision aussi, j'utilise un truc supplémentaire à GDB qui est pas une DBG ou debug, je sais pas comment vous prononcez, mais qui permet enfin qui ajoute des fonctionnalités à GDB. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite info. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà lancer le programme. Alors pour lancer le programme, c'est run. Et puis après vous passez les arguments que vous voulez. Donc hop, ici on va mettre 4 fois la lettre A. Voilà. Alors oui, les commandes, et ça je le ferai par la suite, vous n'êtes plus obligé en fait de les taper entièrement, vous pouvez juste taper la première lettre de la commande. Donc à la place de run, vous pouvez juste taper R A A. Voilà, ça vous évite de devoir taper une super longue commande à chaque fois. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc ce qu'on veut faire ici, nous, c'est sauter, enfin écraser plutôt la sauvegarde de IP avec la valeur de la fonction, enfin de l'adresse de la fonction uwin. Le truc, c'est que déjà, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on écrase le IP. On sait qu'on l'a écrasé après 800 caractères, mais on ne sait pas parmi ces 800 caractères lesquels précisément écrasent la sauvegarde de IP. Et ça, il va falloir le déterminer. Alors, plusieurs solutions. Ou bien au niveau un petit peu au pif, c'est-à-dire qu'on voilà, on en met 500, on regarde, ouais, est-ce que IP, enfin la sauvegarde de IP est écrasée, oui ou non. Si c'est le cas, ben, c'est qu'on en a mis au moins, enfin assez. Donc on va essayer d'en mettre 100 de moins et on voit si ça a été écrasé ou pas. Donc voilà, on y va au pif comme ça, au pifomètre, et pour finir, ben, on finira par trouver exactement quels sont les 4 octets qui écrasent la sauvegarde de IP. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire ça de façon un peu plus maligne, c'est-à-dire qu'on va donc, ouais, la sauvegarde de IP donc se trouve. Alors je sais que c'est un peu bizarre aussi, mais ça j'ai oublié de le dire, mais la pile, grosso modo, démarre des adresses hautes et va vers les adresses basses. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Ne me demandez pas pourquoi ce qu'ils ont fait comme ça. Enfin bon, voilà, c'est. Enfin si, il y a une raison, mais je vais pas vous l'expliquer ici. Mais grosso modo, voilà. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez que, tiens, une adresse est plus basse qu'une autre. En fait, la pile croît vers le bas. Enfin, du haut vers le bas, plutôt. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tout simplement calculer l'écart qu'il y a entre le début de notre variable name, donc le début de notre chaîne de caractères, et l'adresse à laquelle se situe la sauvegarde de IP. Et comment dire, la sauvegarde de IP moins l'adresse qu'on aura trouvée, bah, ça va nous donner l'écart qu'il y a entre les deux, tout simplement. Donc on saura combien d'octets il nous faut pour atteindre la sauvegarde de IP. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors déjà pour commencer on va désassembler donc le code pour placer en fait un breakpoint. Donc un breakpoint c'est une instruction qui va arrêter, dire au programme voilà tu t'arrêtes là. Enfin dire plutôt à GDB tu t'arrêtes à cette instruction aussi. Pour pouvoir analyser un petit peu l'état de la mémoire à ce moment-là. Donc on va faire disas, enfin c'est disassemble, mais disas ça suffit, de notre fonction yordem. Et ici, donc on voit à la ligne, donc enfin à cette ligne-ci, notre string copy. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir enfin l'état de mémoire, genre juste après. Donc on va mettre en fait un breakpoint juste ici, sur cette ligne-ci, donc en plus 179. Donc on va mettre
break, enfin B pour break, enfin breakpoint plutôt, notre fonction yourname et l'offset donc de cette fonction. Donc ici on est en 179, donc juste après le string copy. Voilà. Et puis on va lancer notre programme. Donc on va faire un run et ici je vais mettre ABCD. Voilà, donc ici vous voyez qu'on s'est arrêté donc à la ligne juste après le string copy. Donc là on a fait notre string copy. On n'a pas débordé parce qu'on a mis que 4 caractères, mais bon on s'en fout ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va essayer de trouver l'adresse du tableau name. Donc pour ce faire, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères a été copiée dans notre fonction, dans notre tableau name, pardon, j'y arriverai. Et donc ce tableau, forcément, a une adresse. Enfin, en tout cas, cette chaîne de caractères a été copiée à une adresse. Ici, on voit, donc on a fait une recherche sur ABCD et on voit qu'on a deux résultats ici. On a deux. Alors pourquoi deux résultats? Déjà, le premier résultat, tout simplement, c'est l'adresse de notre tableau name. Le deuxième résultat ici, parce qu'on voit qu'on en a deux, c'est en gros l'argument, parce qu'il ne faut pas oublier que ABCD c'est une chaîne de caractères qu'on a passé en argument à la fonction yourname. Donc c'est un argument aussi. Et donc, oui, cet argument-là est forcément aussi à une adresse. Donc voilà. Donc ici on a en gros notre tableau name et l'adresse de l'argument. Mais nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette adresse-ci. C'est l'adresse du tableau name. Et maintenant, il nous faut l'adresse de IP. Alors, pour ce faire, on peut faire tout simplement ce qu'on appelle un FOFrame, c'est-à-dire que vous allez voir l'état de la pile, grosso modo, du contexte de la pile. Donc, quand je dis contexte de la pile, c'est-à-dire adresse des variables locales, adresse des sauvegardes des registres, contenu des sauvegardes de registres, etc. FOFrame ou bien IF, même chose donc, pour abréger les commandes. Et donc ici on voit que donc, sauvegarde de IP vaut cette valeur-ci et qu'elle se situe à cette adresse-ci. Donc maintenant qu'on a les deux adresses, on va pouvoir tout simplement calculer l'écart qu'il y a entre ces deux adresses. Donc pour ce faire, on va faire print. Alors print ou abrégé P si vous voulez. Donc on va juste taper P slash la notation dans laquelle on veut la valeur. Donc est-ce qu'on la veut en caractère, est-ce qu'on la veut en décimal, est-ce qu'on la veut en hexadécimal. Ici, nous, on veut un écart en décimal, donc on veut un nombre. Donc on va mettre D, comme pour décimal, quoi. Alors ici, on va faire notre petit calcul. Donc l'adresse de la sauvegarde de IP. Donc c'est, attendez, c'est FF D07C moins l'adresse de notre tableau name. Donc c'est 0xFFFFD00C. Et logiquement, on obtient donc ici 112. Donc ça veut dire que entre notre début de notre tableau name et la sauvegarde de IP, il y a 112 octets. Donc on va essayer. On va refaire run. Hein. On va mettre 112 caractères. Et ici, on va mettre donc les 4 caractères suivants, logiquement, devraient écraser la sauvegarde de IP. Donc ici, on va mettre par exemple BBB, 4 fois la lettre B. Donc, comme je vous l'ai rappelé, si A c'est 41 hexadécimal, logiquement B c'est 42. Donc logiquement, si on a bien calculé, l'adresse de IP, enfin la sauvegarde de IP devrait valoir 42, 42, 42, 42. Donc on va tester. Hein. On regarde. Et effectivement, on voit que la sauvegarde de IP vaut bien 42, 42, 42, 42. Donc voilà, on sait maintenant que ces 4 octets-ci, on a 112 octets d'offset entre l'adresse, enfin le début de notre tableau name et le début de la sauvegarde de IP. Et donc on sait que les 4 octets suivants vont écraser la sauvegarde de IP. Donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplacer nos 4B non pas par une adresse bidon, mais par l'adresse de la fonction uwin. Donc on va afficher l'adresse de la fonction uwin. Alors pour ce faire, on peut faire un print tout simplement de uwin, ce qui correspond en fait à l'adresse de la première instruction de la fonction, parce que oui, l'adresse d'une fonction, c'est grosso modo l'adresse de la première instruction de cette fonction. Donc si on fait un disas uwin,
vous allez voir que voilà, cette adresse-ci correspond en fait à l'adresse de l'instruction ici. Donc la première instruction de la fonction uwin. Donc voilà, donc si on arrive à remplacer nos BBB, enfin nos 4B par cette adresse-ci, ben, logiquement, on devrait pouvoir sauter sur la fonction uwin. C'est ce qu'on va essayer. Et il y a petit dernier détail qu'on va voir donc tout de suite. Hein. Alors déjà ici, oui, je vais rentrer ça sous forme hexadécimale parce que oui, alors ici, BBB, encore une fois, c'était, enfin comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des caractères qui ne sont pas imprimables, donc c'est pas évident de les rentrer sous forme de caractères. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer sous forme hexadécimale. Alors pour rentrer des octets sous forme hexadécimale en Python, il faut faire précéder donc ces différents octets par /x pour dire attention, c'est de l'hexadécimal, c'est pas un caractère, c'est pas un nombre ou quoi, c'est de l'hexadécimal. Donc ici on va mettre notre adresse et je vais faire vous allez voir que ça ne va pas fonctionner, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc je fais exprès, je sais que ça ne va pas fonctionner ici, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, on entre notre adresse. Donc logiquement, ça devrait exécuter la fonction uwin. Sauf que on voit que ce n'est pas le cas. Et chose encore plus étrange, on voit que notre adresse a, pour ainsi dire, été comment dire, entrée à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait entré 0804 84 96 et on s'est retrouvé avec l'adresse 96 84 04 08. Alors pourquoi ce comportement? Ben, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les processeurs ont deux manières de lire les données. Il y a la manière FIFO pour first in first out et la manière LIFO pour last in first out. Alors déjà je vais vous expliquer donc en premier lieu FIFO. Alors FIFO c'est quoi? Pour vous représenter ça, il faut grosso modo vous imaginez une file d'attente dans un magasin. C'est-à-dire que voilà, il y a 4 personnes qui vont arriver, donc la première personne arrive, puis une deuxième arrive, puis une troisième, puis une quatrième. Eh bien, la première personne qui est arrivée, donc la numéro 1, hein, sera la première à être servie, donc à sortir. Donc, la première personne arrivée serait la première à sortir. La deuxième personne arrivée sera forcément donc la deuxième à sortir. Puis même chose pour la troisième et la quatrième. Donc ça c'est un ordre qui peut paraître logique. Donc ça c'est la méthode FIFO. Maintenant il y a la méthode LIFO. Alors la méthode LIFO, il faut représenter ça grosso modo comme une pile d'assiettes. Donc c'est à dire que voilà, vous avez vraiment une pile d'assiettes. Donc imaginez que vous avez 4 assiettes numérotées donc de 1 à 4 et que vous les mettez, donc vous prenez la première assiette, donc la numéro 1, et voilà, vous la posez sur la table. Puis vous prenez la numéro 2, vous la mettez sur la numéro 1. Vous prenez la numéro 3, vous la mettez sur la numéro 2, vous prenez la numéro 4, vous la mettez sur la numéro 3. Et puis maintenant, vous reprenez ces assiettes-là et vous les posez donc l'une à côté des autres. Donc vous reprenez celle qui est au-dessus. Ben, celle qui est au-dessus, c'est le numéro 4. Puis vous reprenez celle qui est juste en dessous. Donc après, enfin juste en dessous d'un numéro 4. Ce sera le numéro 3. Puis la numéro 2. Et puis enfin la numéro 1. Et si vous regardez donc l'ordre que vous avez obtenu, ben, vous avez entré les assets donc, dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Mais quand vous les avez dépilés, vous avez obtenu donc l'ordre 4, 3, 2, 1. Donc en fait, l'ordre est inversé, si je puis dire. Parce que c'est le dernier qui est entré qui sera le premier sorti. Et le dernier entré dans notre pile d'assiettes, ben c'est la numéro 4. C'est pas la numéro 1. La numéro 1, c'est la première qui était rentrée. Mais ici, c'est du LIFO. Donc c'est la dernière qui est rentrée qui sera la première à sortir. Donc c'est la numéro 4. Puis la numéro 3, puis la numéro 2, puis la numéro 1. Donc si on veut que au final on ait l'ordre 1, 2, 3, 4, il aurait fallu plutôt rentrer les assets dans l'ordre 4, 3, 2, 1 et pas 1, 2, 3, 4. Parce qu'en les rentrant dans l'ordre 4, 3, 2, 1, ben, la dernière entrée ce sera la numéro 1. L'avant-dernière à être rentrée ce sera la numéro 2. Puis celle d'avant ce sera la numéro 3. Et enfin la première à être rentrée ce sera la numéro 4.
Et là, on obtient bien l'ordre 1, 2, 3, 4. Eh bien, pour notre adresse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a des processeurs qui sont de type FIFO. Je pense que certains Mac avant, parce qu'il me semble que maintenant la plupart sont LIFO, mais il me semble que voilà, à certains moments, certains Mac, il me semble, étaient enfin lisaient en tout cas les données de manière FIFO. Mais par contre, il y a notamment par les processeurs Intel, donc qui est ça c'est donc c'est mon processeur, enfin c'est le processeur de mon PC. Ces processeurs-là lisent les données de manière LIFO. Et c'est pour cette raison-là que nous avons ici donc notre adresse qui semble être à l'envers, parce que il a commencé par le dernier octet, le dernier octet rentré, et le dernier octet rentré, bah, c'est 96. Puis celui qu'on avait rentré juste avant, bah, c'était 84, puis 04, puis 08. Or nous, ce qu'on veut, c'est justement l'ordre inverse. Donc en fait, il faudrait tout simplement non pas rentrer ça 08, 04, 84, 96, mais plutôt 96, 84, 04, 08. Et donc dans ce cas-là, on va commencer par lire le dernier rentré, donc 08, puis l'avant-dernier 04, puis ensuite 84, et puis ensuite 96. Et là, on aura bien logiquement notre adresse. Donc voilà, logiquement, si tout se passe bien, ouais, donc ici on a toujours notre breakpoint, donc on va continuer. Mais si tout se passe bien, logiquement, on voit ici que la fonction uwin a été exécutée. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas sauté à l'adresse à laquelle on devait sauter. D'ailleurs, attendez, juste au dernier point. Donc on va aller placer un breakpoint juste avant le string copy pour vous montrer un petit peu donc véritablement ce qui se passe. Donc je vais faire voilà, 10 as et on va placer donc un breakpoint juste ici. Your name plus 173. Voilà. Donc on va refaire donc notre écrasement. Hein. Donc voilà, donc ici on est juste avant le string copy, donc on n'a pas encore écrasé quoi que ce soit. On va garder notre registre et on voit que notre registre vaut cette adresse-ci. Et cette adresse-ci, c'est quoi? Ben, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'adresse qui suit l'appel de la fonction. Donc ici, si on désassemble la fonction main, on verra que l'adresse qui suit l'appel de la fonction yourname, c'est celle-ci, hein, c'est cette adresse-ci, et on voit qu'elle correspond à la sauvegarde de IP. Parce que ça veut dire qu'une fois la fonction yourname terminée, donc une fois que cet appel-ci sera fini, on va sauter donc à l'instruction suivante qui est juste ici. Et donc cette adresse-ci va être placée, enfin va être sauvegardée et placée sur la pile. Donc ça c'est la sauvegarde de IP. Mais une fois que nous on aura fait notre écrasement, forcément la sauvegarde ne vaudra plus la valeur initiale, hein, mais une nouvelle valeur. Et cette valeur-ci, comme on l'a vu, c'est l'adresse de la fonction uwin. Et donc logiquement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on continue et qu'on finit la fonction yourname, nous sautons sur la fonction uwin. Et la fonction uwin est exécutée. Alors que logiquement, à aucun moment du programme, on l'appelait. Donc voilà, là on a utilisé notre buffer overflow justement pour détourner le flux d'exécution du programme et lui faire exécuter donc une autre fonction que celle qui était prévue au départ. Donc voilà, alors je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas super intéressant parce que si tu avais une fonction qui était dans le programme, qui faisait rien, mais tu avais une fonction qui était dans le programme, oui, mais on verra dans la prochaine vidéo sur les buffer overflow que on peut carrément injecter donc notre propre code et exécuter ce code. Donc là, voilà, là, peu importe qu'une fonction intéressante soit présente dans le programme ou pas, on pourra carrément injecter donc du code, le code que l'on souhaite dans le programme et exécuter ce code. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était grosso modo le principe d'un buffer overflow, mais poussé un tout petit peu plus loin. Donc j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Alors n'hésitez pas à poser des questions si encore une fois il y a des zones qui sont floues ou quoi, parce que je sais qu'au début ça peut paraître un peu flou, mais c'est quand même très important de comprendre le principe.
Parce que ça, voilà, vous allez fortement, enfin, vous allez tout le temps même l'utiliser. Voilà, tout ce qui est buffer overflow, c'est ce principe-là que vous allez utiliser. Même si on verra par la suite que bon, il y a diverses protections, etc. Mais l'écrasement, voilà, d'une zone mémoire pour faire autre chose et tout, c'est vraiment le cœur des buffer overflow. Donc voilà, si encore une fois il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter, à l'indiquer en commentaire, enfin voilà. Voilà. N'hésitez pas non plus donc à liker, commenter, et partager, enfin me dire ce que vous en pensez quoi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.